Alors, les questions, je vais les prendre dans l'ordre. D'ailleurs, peut-être que les membres de Sophia qui sont sur Zoom, s'ils veulent prendre la parole sur Zoom, vous pouvez prendre la parole, allumer votre caméra et prendre la parole et poser la question directement à l'intervenant. Alors, la première question, elle est d'Antoine. Antoine, comment placez-vous le terme nociplastique vis-à-vis de la sensibilisation centrale, entre parenthèses, mise à jour de l'IASP en 2019? Peut-être une question de définition pour... Ah bah Antoine, ouais, bah Antoine, t'es sur Zoom. Antoine n'est pas là. Maxime, est-ce que... C'est à moi de répondre, c'est ça. Ok. Je pense que j'espère que Thomas m'aidera pour la fin, mais non, mais Non. déjà la grande différence, selon moi déjà, comme je l'ai dit au tout départ, c'est que la sensibilisation centrale, c'est pas forcément de la douleur. Donc déjà, quand on parle de nociplastique, on parle déjà de douleur, et la sensibilisation centrale, c'est pas forcément de la douleur. On a beaucoup parlé de douleur dans le traitement parce que c'est ce qui nous intéresse, entre guillemets, et c'est la chose qu'on voit le plus. Mais voilà, après, définir une hyperalgésie due à la sensibilisation centrale et une douleur nociplastique, je sais pas. je sais. C'est vrai que sur les termes, alors peut-être que Thomas pourra nous éclairer, et Alban aussi, parce que je sais que Alban a eu des discussions avec Jonis, et qui est dans le groupe à l'IASP, et qui ont longtemps réfléchi sur cette question de sémantique, quel mot on utilise. Je ne sais pas si Alban, tu veux compléter. Oui, alors bon, déjà, c'est vrai que l'introduction juste du terme de douleur nociplastique a suscité beaucoup de débats parce que pour certains, c'était beaucoup trop tôt par rapport à ce qu'on sait de la sensibilisation centrale. Pour certains, c'était quelque chose de bienvenu parce que ça permet de combler un petit peu cette classification classique nociceptive neuropathique. Donc, c'était pour se débarrasser des termes douleur idiopathique, douleur dysfonctionnelle. Après, justement, il me semble que dans l'article qui était sorti de l'ISP, je crois que c'était de COSEC, je suppose que c'est l'article dont Antoine parle, ils avaient quand même la volonté que douleur nociplastique ne devienne pas un synonyme de sensibilisation centrale et que ça devait rester vraiment un descripteur clinique, finalement, comme quand on parle de douleur neuropathique. Ça présume pas, en fait, du mécanisme sous-jacent, a priori. Très bien. Oui. Est-ce que Thomas, tu veux compléter ou... Pourquoi pas? Non, je pense que ce qu'a dit Alban était Maxime, ouais. très bien en fait. On reprend les définitions actuelles. On peut ne pas être d'accord avec quoi que ce soit, mais tant qu'on pose les définitions, il n'y a pas trop de soucis. Là, quand on parle de nociplastique, c'est créé par défaut pour dire ça ne semble pas être neuropathique, ça ne semble pas être nociceptif. On ne retrouve pas d'éléments qui nous laissent à penser qu'il y a ces deux phénomènes-là, donc on dit c'est plutôt les centres qui ont l'air de dysfonctionner. Après, à savoir où est-ce que ça dysfonctionne et par quel mécanisme ça dysfonctionne. Donc, ce qui est bien, c'est que ça ouvre un objet de recherche aussi pour affiner la physiopathologie de cette classification-là. Et on verra si, avec les nouvelles données physiologiques, il y aura besoin de mettre à jour un peu les définitions, en sachant que cette définition est apparue aussi avec le remaniement de la définition de la neuropathie, dans la douleur neuropathique. Donc, on comprend bien qu'en fait, on a besoin petit à petit de changer un peu la classe nosologique, les choses, toujours par rapport à cette question de multidimensionnalité de l'objet douleur. Donc, ça va se faire petit à petit et c'est vrai que la transition entre le fondamental vers le clinique est toujours un problème et évidemment, il faut, je pense, comme a dit Alban, pas faire la confusion entre les deux, entre ce qui est du neurophysio, des mécanismes putatifs d'explication, des classifications nosologiques, en disant que la nosologie nous sert, nous, après, à choisir nos interventions, mais on ne fonde pas uniquement sur la physiopathie. Ok, parfait. Une autre question de Ahmed je pense qu'elle est pour Alban, le début en tout cas.
Et la fin est peut-être pour Thomas. Comment expliquez-vous que le CSI est valide et fiable, mais qu'il ne détecte pas, c'est pas un outil de diagnostic pour confirmer un syndrome d'hypersensibilité centrale? Ça, c'est la première question. Et celle-là pour Thomas, on dit quoi à un patient qui a un cutoff supérieur à 40? Alban, tu peux commencer peut-être? Oui. Alors, pour la première question, du coup, il va falloir juste que je parle rapidement de la validation d'un questionnaire. Alors, grosso modo, dans la validation d'un questionnaire, donc, il y a deux grosses parties. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la fiabilité, qui est vraiment à quel point notre outil de mesure, quel questionnaire, ne fera pas ou peu d'erreurs de mesure. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est entre si c'est administré par le même thérapeute à plusieurs reprises, est-ce que si c'est administré par différents thérapeutes, donc tout ce qui est voilà, erreur de mesure. Après, il y a aussi, est-ce que si on donne le questionnaire le lundi au patient et qu'on le redonne le dimanche, est-ce que les résultats vont beaucoup différer pour un phénomène qui devrait être stable? Donc il y a cette partie-là, et ça, c'est rempli par l'inventaire de sensibilisation centrale, puisque que ce soit la cohérence interne ou la fiabilité lorsqu'il est redonné plusieurs fois, on est sur des chiffres qui sont très très hauts et qui sont pas contestables, je veux dire, au niveau de vraiment de sa fiabilité. Après, la validité, c'est la deuxième grosse partie, c'est un petit peu plus complexe puisque c'est là où on va mesurer est-ce que notre questionnaire mesure vraiment le concept qu'on souhaite mesurer. Et donc là, il y a plusieurs manières d'évaluer ça. Il y a déjà on s'intéresse à la validité du contenu. Alors ça, malheureusement, ça ne peut pas se quantifier, ça se fait uniquement de manière très subjective. Est-ce que, a priori, ce qu'on va poser comme question, ce qu'on va mettre dans notre questionnaire, est-ce que ça semble lié avec le concept qu'on veut mesurer? Après, il y a aussi la validité conceptuelle du questionnaire. C'est à quel point le questionnaire va être valide par rapport à d'autres hypothèses. Et donc là, par exemple, pour l'inventaire de sensibilisation centrale, c'est là qu'il y a un gros souci, c'est qu'en général, par exemple, si on prend un questionnaire sur l'anxiété ou la dépression, on va avoir un gold standard qui est décrit dans le DSM-5, et on va pouvoir comparer le questionnaire au gold standard et voir s'il donne des bons résultats. Et ça, c'est le meilleur moyen finalement de valider d'un point de vue conceptuel un questionnaire. Et pour l'inventaire de sensibilisation centrale, vu qu'il n'y a pas vraiment ce gold standard, même si le QST s'en rapproche, et qu'il n'y a pas non plus d'algorithme de classification qui est validé, on se retrouve sans gold standard. Donc, on est obligé de passer par des moyens un peu détournés, de voir à quel point il va être corrélé, par exemple, avec la douleur, avec la qualité de vie, avec des concepts qui sont proches. Et jusqu'à maintenant, il était plutôt corrélé avec l'intensité de la douleur, le nombre de zones douloureuses, et aussi beaucoup avec les facteurs psychologiques. Du coup, il remplit aussi finalement cette case de validité. Après, il me semble que la question, c'était aussi donc de pourquoi il ne permet pas de diagnostiquer un syndrome d'hypersensibilité centrale. Alors ça, c'est très lié justement au cadre conceptuel. C'est que Yunus, au moment où il a proposé ça, c'était en 2007. Donc on était avant tous les articles qui ont été faits dans les années 2010-2012 par Wolf, qui vraiment posaient le cadre un peu pour la sensibilisation centrale telle qu'on en parle actuellement. Donc déjà, ils n'avaient pas toutes ces informations. Il y a eu aussi ce gros souci du cadre conceptuel qui est proposé par Yunus, qui est, on va dire, un peu une hypothèse, et comme le disait un peu avant Thomas, où on est plutôt sur une classification donc nosologique qui est là pour aider les kinés, mais qui va finalement pas avoir forcément tellement de preuves derrière pour le soutenir. Et donc pour moi, c'est pour ça que justement il permet pas de détecter correctement un syndrome d'hypersensibilité centrale, parce que je pense que le concept est quand même un petit peu scabreux. Oui. Ok. Merci Alban pour ces précisions. Et du coup, est-ce que, enfin, Thomas, je vais te laisser répondre à cette question. Est-ce que ça a un intérêt, du coup, d'utiliser ça? Enfin, comment on peut l'utiliser en pratique? C'est la suite de la question. Est-ce que ce fameux cut-off à 40, est-ce qu'il a un intérêt? Qu'est-ce qu'on peut en faire après avec nos patients? Il y en a un, c'est ceux qui ont présenté Alban, en fait, le côté de dire
d'un point de vue pédagogique avec le patient, puis de marqueurs avec le patient, se dire, bah voilà, nous avons pu changer certains phénomènes en disant, bah voilà, regardez, là, il y a un moment où vous n'êtes pas bien, c'est une catastrophe, puis il y a des choses qui ont changé, regardez, 3 semaines, 1 mois ou 3 mois après, ces marqueurs-là ont changé, comme on sait que c'est relativement fiable dans des courts temps. S'il y a un changement, bah, on se dira qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, que ça peut être une base de discussion avec le patient, ce qui est assez agréable. Je sais que certains collègues l'utilisent aussi pour dire, regardez, c'est pas mon avis, mais c'est l'outil qui nous montre bien qu'il y a quelque chose de particulier, où votre organisme est hypersensible à tout, et peut-être ça permet de décentrer dans les situations avec le patient, de décentrer du problème de la douleur et de. Alors, certains collègues utilisent le terme d'être hypnotisé par le patient et son symptôme en disant, bah voilà, vous me parlez beaucoup de votre douleur, mais on voit que tout le système est un peu sensible chez vous, tout votre organisme hyper réagit à tout. Donc, ça peut être un outil aussi pour rentrer dans l'éducation et reformuler facilement avec le patient les objectifs. Et après, je pense qu'il a un intérêt de valider de critères prédictifs. Il semble montrer que plus le patient a ce phénomène d'hypersensibilité ou de syndrome de sensibilisation centrale, le problème diffus de l'ensemble de l'organisme dans la perception, plus il y a de risques qu'il y ait de la douleur chronique, plus il y a de risques qu'il y ait de la douleur post-opératoire. Donc je pense qu'il a une certaine variété de critères prédictifs qui est intéressante. En effet, il faudra encore affiner, parce qu'on voit que dans le construit, c'est un construit assez hybride, hein, comme a dit Alban, il y a du catastrophisme, de la dépression, il y a des seuils de perception douloureuse. Il n'explique pas tout, hein. Les analyses de variance montrent qu'on va être dans du 15, 20%, 25%, on va pouvoir expliquer les variations, mais voilà, ça semble expliquer une partie des problèmes, ça semble être un construit de plusieurs choses. Donc, est-ce que c'est un construit cognitif, psychologique, est-ce que c'est un construit métacognitif, est-ce que c'est autre chose? Donc ça, c'est encore des choses à définir. Donc, probablement, c'est là où je rejoindrai Alban sur le côté, on ne sait pas trop encore comment le mettre, et on peut peut-être dire que on n'a pas encore toutes les qualités clinimétriques utiles pour l'utiliser de façon très routinière et pour tous les patients. Ok, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Alors, je pense pas qu'on pourra répondre à toutes les questions. Les bières se réchauffent, faut pas. Pardon? Les bières se réchauffent, faut pas trop traîner. Ah oui. On va peut-être poser des questions. Donc là, il y avait des questions sur l'évaluation, la définition. J'ai une question d'Anthony. Alors, je vais la lire parce qu'elle est longue. D'Anthony qui est sur le traitement et qui s'adresse à Thomas. Dans la revue systématique sur les traitements de la sensibilisation, comment savions-nous que les patients avec des douleurs persistantes avaient de la sensibilisation centrale et que donc la diminution des PPT était le marqueur d'une amélioration de la sensibilisation et pas juste une simple activation des voies inhibitrices? Si Thomas sait. Merci, la question est intéressante. Alors pour moi, elle est un peu contradictoire dans ce que je la comprends. Parce qu'en soi, si nous activons les centres inhibiteurs descendants, nous réduisons l'hyperactivité médulaire et par conséquent, nous réduisons le phénomène de sensibilisation centrale qui est défini par l'hyperactivité des neurones centraux. Donc, à partir du moment où on les met en jeu, nous réduisons le phénomène. Et après, sur l'évaluation, ce qui est décrit, hein, ce qui est décrit, c'est que au niveau médulaire, en tout cas au niveau médulaire, je préfère me concentrer là-dessus, dans le phénomène de sensibilisation centrale, quand le deuxième neurone devient hypersensible, ce qui est décrit, c'est que son champ récepteur augmente, donc il devient sensible à des informations qui sont un peu plus distantes. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi on a des seuils douloureux abaissés de façon diffuse et pas qu'au niveau de la zone douloureuse. C'est pour ça que j'ai présenté Aspinal sur les seuils de douleur à la pression au niveau local et régionaux, donc au niveau de la région manipulée, au niveau du dos et au niveau des membres, et qui montre une amélioration de ces seuils-là. Donc, le fait d'améliorer semble pouvoir dire qu'on a changé ces marqueurs-là en disant que c'est un marqueur clinique. Donc, on a tout ce problème de translation entre la description neurophysiologique du neurone hypersensible avec une augmentation du champ récepteur et abaissement du seuil, avec la transcription clinique qui serait du coup d'avoir des seuils diffus abaissés en disant, bah voilà, comme le neurone reçoit de l'information, est sensible à l'information qui est plus éloignée que la zone habituelle, si
il est hypersensible. Quand je vais stimuler une zone très éloignée de la zone où il y a le phénomène pathologique périphérique, on devrait avoir une hypersensibilité parce qu'il va surréagir à cette information très distante. Et s'il réagit moins, ça signerait qu'il soit devenu moins sensible, ce qui signifierait ainsi avoir amélioré la sensibilité centrale et que ça passe par diminution de la déception ou amélioration de l'inhibition. Est-ce que je comprends de la question? Alors, est-ce que si Anthony peut nous faire un retour, si c'est bien ça, si Thomas a bien compris le sens de sa question, et nous faire un retour sur Facebook. Et la suite alors d'Anthony, qui est une question, je pense, qui peut intéresser pas mal de nos confrères, c'est étant donné, toujours sur la revue systématique, étant donné que les différents types d'exercices semblent avoir différents effets, lesquels étaient évalués, et tous ont-ils une chance d'avoir des effets sur la sensibilisation? Ce qui a été le plus souvent évalué, c'est l'exercice isométrique. Par exemple, dans les problèmes de genoux, c'est contracter le quadriceps et voir comment on s'améliore. Ou sinon, c'est l'exercice aérobique. Le plus souvent, c'est treadmill, donc la marche ou le cyclo-ergomètre. Tous ont montré des effets. Les deux mécanismes, les deux types d'exercices ont montré des effets. Peut-être l'exercice isométrique semble avoir des effets un peu plus marqués localement, mais les deux semblent avoir de l'effet. Et ce qui a été montré aussi, c'est que le fait de le faire de façon intense, plus c'est fait de façon intense, plus l'effet semble important d'inhibition. Mais je n'ai pas vu sur la durée de l'effet, par contre, ça, je ne suis pas allé chercher. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un phénomène, on a dit, ça dure 25-30 minutes selon les articles. Une des choses aussi à prendre en compte, c'est que c'est un phénomène qui est plutôt phasique et qui semble s'épuiser. Il y a une donnée là qui est sortie récemment où ils ont cherché sur les ultra-trailers et on voit qu'après 25 km, pendant les 25 premiers kilomètres, les seuils s'améliorent et puis au 50e et au 100e kilomètre, les seuils diminuent, la CPM diminue, donc à dire potentiellement c'est quelque chose de plutôt phasique et à un moment on peut arriver à l'épuisement, comme quand on fait de l'exercice et qu'on arrive à l'épuisement, ce système s'épuise. Peut-être que le fait de le faire régulièrement, comme on fait de la muscu régulièrement pour gagner de la masse et de la force, améliore l'efficacité du système, son endurance. Ça, il faudra aller voir. Une donnée qui laisse à penser ça, c'est que les personnes qui font de l'activité physique, on a dit avec le modèle de Sluka, et d'autres montrent que l'exercice physique régulier et les ultra-trailers, les marathoniens ont en général des seuils un peu plus bas et une CPM plus efficace. Donc, voilà ce que je peux en dire. Parfait. Merci pour ta réponse. La dernière question, je pense que je vais en prendre une encore. Commence à se faire tard là. Il était présenté que quand il y avait une différence de la CPM, les exercices ne changeaient pas la douleur à court terme. Niels propose quand même de faire de l'exercice dans son papier de 2012 pour corriger les dysfonctions des systèmes endogènes. Ça reprend. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? J'en pense qu'Alban a discuté avec Nice de tout ça. Ou Alban, oui. Peut-être faire le porte-parole. Non, je ne peux pas parler à sa place, mais est-ce que tu peux me répéter? Il sera à la prochaine question, conférence. Il sera là. Il faudra lui demander à la prochaine conférence. C'était la question, excuse-moi si tu peux juste me la redonner. Oui, la question c'est il est présenté que quand il y avait une différence de la CPM, les exercices ne changeaient pas la douleur à court terme. Et Nice propose quand même de faire de l'exercice dans son papier de 2012 pour corriger les dysfonctions des systèmes endogènes. Après, c'est vrai que sur les systèmes endogènes, il n'y a pas que la voie descendante qui va aller jouer sur le neurone de second ordre, mais il y a aussi des phénomènes qui sont directement centraux avec justement tout ce qui est endo-opioïdes, donc qui sont des sortes d'opiacés qui sont directement sécrétés par le cerveau. Donc je pense que c'est pour ça qu'il doit le proposer. Et après, il y avait aussi des propositions par rapport à d'autres facteurs neurotrophiques, comme par exemple le BDNF,
qui est en fait un facteur qui a un rôle très important dans la neurogénèse, dans la différenciation des neurones, et que apparemment l'activité physique aurait tendance à réguler et à normaliser ces seuils de neurotrophine, de BDNF. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus aussi une voie potentielle thérapeutique pour des médicaments. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, si j'ai bien compris la question, mais on a perdu Thomas. C'est que j'ai ma femme qui cherche elle est en pleine partie de tarot et elle a besoin de papier. Alors du coup, je voulais peut-être préserver son intimité. Je suis pas folle. Non, même t'es pas à poil peut-être, mais quand même. Alors, j'ai absolument pas écouté ta réponse, Alban, et j'ai oublié la question à cause de ça. Je suis Non, désolé. je parlais juste du BDNF qui Ah oui, était oui. proposé notamment. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que le BDNF, il y a Oui. aussi d'autres systèmes Oui, de on a toute la stress, sérotonine, tout le ça. cannabis Ouais. qui joue. On a Voilà, tout ça. c'est ça que je cherchais les mots. Après, je pense que c'est assez légitime de se dire on peut faire, en sachant en plus, il y a une autre donnée qui montre que quand on fait de l'exercice, même s'il est douloureux, on peut quand même activer ces centres. Donc à se dire, on a besoin de trouver un mécanisme qui relance le fonctionnement de ces centres-là. Donc, si le patient tolère d'avoir un peu de douleur, on a dit, il y a des données, une étude, j'ai trouvé une étude qui a fait un peu d'éducation spécifique, bon, contrôler peut-être l'environnement et dire, bah, voilà, l'exercice va vous faire du bien sur le long terme. Donc, peut-être que positionner la personne là-dedans et travailler sur toute cette part d'éducation qui est conseillée aux patients et dire, bah, ça va fonctionner, on renforce l'effet propre de l'intervention. Je pense que ça peut aussi s'intégrer là-dedans de façon générale, de dire qu'on a besoin d'améliorer. Et puis, pour citer Nietzsche, parce que c'est la future intervention, donc il faut faire de la promotion, il a sorti un article là, il n'y a pas longtemps, je crois, où ils redisent l'avantage aussi. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien certaines de leurs propositions de Pain in Motion, c'est le côté de dire il faut être pas unidimensionnel et linéaire, et quand on fait de l'exercice, on va améliorer un peu le fonctionnement des centres inhibiteurs descendants, on va refaire du cardio, on va refaire du muscle, on va améliorer la confiance en soi, on va faire plein de choses qui vont être positives pour le patient, et on sait que les maladies chroniques, dont la douleur fait partie, est un des gros problèmes dans les maladies chroniques. On sait qu'on a des déficits sur l'ensemble des choses, cognitives, cardiovasculaires, machin. Donc, faire l'exercice va être aussi bénéfique pour toutes ces choses-là. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir nos interventions comme étant des interventions qui sont multimodales. Quoi qu'on fasse, c'est multimodal. Donc, on va pouvoir toucher à plein de petits trucs qui vont être de toute façon probablement bénéfiques pour le patient. Après, c'est toujours la mise en place du contrat qui va être probablement intéressant. Oui, c'est ça. Ok. On va finir sur une dernière question et c'est de Thibaut Macchio ou Macchio, j'espère que je n'écorce pas le nom. Peut-être un peu pratico-pratique. La question est la suivante. Dans une sciatalgie, par exemple, si on reproduit la douleur sur le patient, entre parenthèses, en étirant l'ischio, par exemple, est-ce qu'on habitue le cerveau à cette douleur? Pour interrogation. Et donc, est-ce pertinent pour soigner une sciatalgie? Thomas, peut-être si tu veux conclure. Alors, Et le tarot après. oui, ouais, j'ai l'air trop de retard là. Ouais. Alors, je sais que la question est arrivée après la présentation de Maxime. Donc, je pense que c'est à Maxime Ah. de répondre un peu plus sur l'apprentissage. Facile se sent, mais après, j'ai un avis personnel aussi. Alors, Maxime, on écoute Maxime. Je répète la question? Je la relis. Après, c'est toujours une question d'adaptabilité du patient. Enfin, on peut jamais savoir en fait si ça va avoir un effet sur le patient ou non. Enfin, un effet, on le saura que si on a essayé en fait finalement. Je sais pas s'il y a vraiment un apprentissage de la douleur dans la façon de faire. On ne sait pas si la douleur elle vient du mouvement, si elle vient justement de la peur. Est-ce que Enfin, je ne saurais pas trop répondre à cette question. Enfin, si c'est déjà une douleur qui s'est déplacée, est-ce que le fait de faire un mouvement, ça va aggraver cette douleur? Je suis pas sûr. Enfin, je pense que c'est pas vraiment ce qui est démontré en tout cas. Après, habituer le patient à la douleur, ça peut aussi
augmenter, en fait, ça dépend. Ça dépend de tellement de choses qu'on peut pas dire, oui, c'est pertinent ou non, c'est pas pertinent. Enfin, je trouve ça difficile à dire en fait. Est-ce que Thomas, tu veux compléter peut-être? Je vais être pas mal dans ce sens-là, je pense, hein. À se dire, il faut comprendre la question et comme elle est formulée est un peu compliquée, parce que apprendre au cerveau, c'est faut voir ce qu'on entend derrière là-dessus. Si je la transforme un petit peu en demandant, est-ce que à force de faire un mouvement douloureux, je vais habituer l'organisme et va moins générer de douleur. C'est ce qu'on s'attend à trouver chez une personne, on va dire, entre guillemets, normale, dans les phénomènes de sommation temporelle. Quand on répète une stimulation, normalement, la stimulation devient de moins en moins douloureuse. C'est ce qu'on dit. En général, 80% des patients, ils ont ça. Et quelques-uns, une sommation temporelle, ça devient de plus en plus douloureux. Mais c'est ce que vous connaissez tous, hein, quand vous faites les échauffements, vous faites 2-3 mouvements de grand écart, et puis petit à petit, vous allez de plus en plus loin sur le grand écart. Il y a un peu de phénomène thixotropique au niveau de tendons, muscles et autres, mais il y a aussi le phénomène où vous habituez un petit peu l'organisme à cette sensation-là, et il y a un affaiblissement. On peut imaginer dans les modèles fondamentaux de dire que la répétition de la stimulation peut aider. L'inconvénient, c'est encore de ne pas faire une généralité, de se dire, comme dit Maxime, c'est on peut, chez certains patients, reproduire et répéter la stimulation, et ils vont s'habituer. C'est un peu peut-être ce qu'on voit avec les mouvements répétés, par exemple, ça peut être une illustration de ça, et dire ça va mettre en jeu le système inhibiteur descendant, ça va les refaire fonctionner, le patient va être moins douloureux. Ok, mais après, c'est surtout, qu'est-ce que va penser le patient de ça? Est-ce que déjà, a priori, il était d'accord pour répéter le geste douloureux, ou est-ce qu'il était trop kinésiophobe, ou trop catastrophisant, en disant j'ai de la douleur et je crains que ça soit pire? Ou est-ce qu'au contraire, il était assez flexible et dire ok, enfin, je vous fais confiance, j'ai bien compris que de toute façon, oui, quand j'ai voulu faire le grand écart, à chaque fois j'ai dû m'échauffer, peut-être que là, j'ai peut-être aussi besoin de m'échauffer, et que répéter le mouvement va être intéressant. Donc, la question ne peut pas trouver une réponse linéaire. Donc, il y a des phénomènes neurophysiaux qui font dire que oui, on peut avoir une habituation. Après, à l'échelle du patient, pour savoir est-ce que c'est une bonne option thérapeutique de répéter un geste douloureux, faut voir le contrat avec le patient, il faut voir ses attentes, il faut comprendre un peu plus la généralité du patient dans les facteurs psychosociaux, psychocognitifs, pour voir s'il va être d'accord de faire, s'il a de l'appréhension, parce que ça va conditionner la réponse. Et puis, si après, il faut aussi voir est-ce qu'il en a besoin. Hein, c'est une discussion qu'on a avec un autre Strasbourgeois, vous le connaissez, Julien Prébewa, où on a ce phénomène-là de dire qu'il y a certains patients qu'on assouplit outre mesure, et pourtant ils ont toujours leur douleur. Donc, c'est à voir est-ce que vraiment le patient a besoin d'avoir un SLR à 115 degrés pour avoir moins de sa gêne. Voilà, la réponse ne peut pas être linéaire. D'un point de vue neurophysio, on a des phénomènes qui font penser à ça. D'un point de vue clinique, on est sur autre chose. Il faudra composer avec les autres dimensions. J'espère que c'est assez clair là-dessus.